Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons aborder aujourd'hui l'ère du Gémeaux. Donc sans plus attendre, l'ère du Gémeaux, elle démarre environ autour de moins 1600. Moins 1680. Mais c'est pour ça que j'ai fait une erreur la dernière fois. Je ne sais pas lire en fait. N'écoutez pas ce que je dis, je ne dis que des bêtises. Vraiment. Et le pire, c'est que ce sont mes propres notes. Ne m'écoutez pas. Je n'ai aucune connaissance de ce que je raconte. Non, je plaisante. Donc, moins 6480 environ. Et elle symbolise la porte astrale. Évidemment, je pourrais refaire cet audio et me corriger, mais je trouve que c'est intéressant de montrer que même si on cherche et que on trouve des choses, ça ne veut pas dire que on sait tout et on peut se tromper même quand on a assimilé ces choses-là. Donc je pense que c'est bien de laisser les petites erreurs comme ça et puis ça fait toujours rire. Donc les Gémeaux du latin gemellus, qui signifie jumeau, forment le troisième signe du zodiaque venant juste avant le solstice d'été. Il s'agit d'un signe masculin qui évoque la différenciation, la complémentarité et l'identité. Donc c'est aussi le signe des relations et de l'échange. Donc associé à l'élément air, tout comme la balance et le verseau, les Gémeaux évoquent la communication et l'échange, encore une fois. L'air exprime aussi la mobilité et le voyage ou encore le changement et le progrès. Mais ce dynamisme peut se trouver freiné par le caractère double, donc potentiellement conflictuel des Gémeaux. Qui est un signe qui évoque en premier lieu la dualité. Si vous avez déjà eu un Gémeaux dans votre vie, mon ex, peut-être que vous avez déjà repéré cette fameuse dualité. Ils ont parfois deux visages, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous dire bis et après l'inverse. Donc voilà, c'est pas forcément lié à tous les Gémeaux, puisqu'après en astrologie on a les maisons et beaucoup de choses qui entrent en compte, mais ils ont parfois cette dualité qui se fait voir de manière très explicite. Mon ex encore. Bon, soyons sérieux un petit peu, enfin surtout moi. Donc les Gémeaux naviguent entre différence et ressemblance, indépendance et solidarité, conflit et union, repli et découverte, égoïsme et générosité, voire même haine et amour. Sur le plan graphique, le symbole des Gémeaux ressemble au chiffre romain 2. Le caractère double est ici évident, il est cependant contrebalancé par la présence des deux traits horizontaux qui évoquent un lien naturel et indéfectible. Les opposés s'attirent, car les deux éléments qui composent la dualité sont à la fois différents et identiques. L'un est le miroir de l'autre, ce qui peut créer une sensation de stabilité ou au contraire de vertige. En réalité, les Gémeaux se situent dans cet entre-deux sans pouvoir résoudre l'énigme de la dualité. Le symbole d'ailleurs du yin et du yang offre une réponse au mystère de la dualité puisqu'il réconcilie les contraires, donc homme-femme, ombre-lumière, jour-nuit, chaud-froid, et il célèbre la victoire de l'unité sans nier, et c'est très important, la dualité qui la sous-entend. Ça veut dire que c'est comme je l'expliquais dans, je crois, l'ère du Capricorne ou un peu plus tard parce que j'en ai fait des audios et je me rappelle plus trop. C'est important, si vous voulez, que dans chaque pôle, nous ayons un peu des deux pôles pour que nous puissions les comprendre. Et donc, il ne s'agit pas de nier la dualité pour arriver vers l'unité, mais de la comprendre pour arriver vers l'unité. Donc le dynamisme des Gémeaux, il est vraiment caractérisé par la dualité. C'est vraiment ce qui caractérise le signe du Gémeaux, qui génère une tension qui porte en elle la création, donc l'espace, et l'évolution, donc le temps. Donc le caractère double des Gémeaux, il implique un aller-retour permanent d'un pôle à l'autre, bref, une respiration, une itération, voire même une réflexion. Et la réflexion consiste à comparer les idées entre elles comme dans un miroir. Par cet exemple par exemple, et c'est une image, dans la blessure du rejet et la blessure d'abandon qu'on peut retrouver parfois chez une même personne qui va être totalement en opposition puisque la blessure d'abandon va faire que la personne a le besoin de se sentir aimée, mais la blessure du rejet va faire que la personne va rejeter cet amour. Mais la réponse dans tout ça, c'est l'estime de soi parce que on guérit la blessure d'abandon par l'estime de soi et la blessure du rejet par l'estime de soi. Donc on peut voir là qu'il y a finalement un point qui peut réunir les deux pôles et qui est présent dans chacun des deux pôles. Et qui, par la guérison et la compréhension de ces deux pôles, peut arriver finalement à une même porte de sortie qui va être l'amour et l'estime de soi. Ça, c'était pour la partie Mimi, psychologue et philosophe. Donc, dans cette réflexion émergent les pensées nouvelles créatives, ce qui fait dire que le signe
astrologique des Gémeaux est de nature cérébrale. Donc on est bien loin du Taureau qui lui est dominé par ses instincts animaux, qu'on verra plus tard, enfin dans le prochain podcast. Autrement dit, les Gémeaux représentent l'esprit qui émerge de la force vitale brute, les émotions et affects sont eux tenus à distance. Donc l'intelligence, elle commence à se manifester. Donc au final, le signe astrologique des Gémeaux est donc de nature mutable. Il porte en lui le changement, il montre une grande capacité d'adaptation, marquant la fin du printemps, il ouvre la voie de l'épanouissement, celle de l'été. Donc le Gémeaux, il est aussi ancré dans cette gémellité, et puis il a aussi une certaine androgynie. Donc dans toutes les cultures et les traditions spirituelles, la gémellité évoque la symétrie, l'égalité, mais aussi la différence, les luttes intérieures, la domination et la soumission. Donc les querelles intestines de la gémellité ne peuvent être dépassées que par l'harmonie ou le sacrifice. Alors pas le sacrifice humain, le sacrifice de soi. Les jumeaux peuvent être vus comme deux copies semblables, donc l'un peut être réduit à l'autre, ou au contraire comme le signe d'une division qui n'aurait jamais dû s'établir. Donc l'ambivalence est donc la marque des jumeaux. À ce titre, le symbolisme de la gémellité exprime un carrefour, donc la croisée des chemins, et la gémellité est à mettre en parallèle de l'androgynie puisque c'est le symbole spirituel de l'unité originelle du monde. Et oui, c'est vraiment le cas. Alors je sais qu'il y en a qui vont peut-être se dire ah oui mais dans ce cas le Baphomet c'est pas un symbole négatif. Bah en fait non, à l'origine non. C'est plutôt qu'il y a des occultistes qui utilisent ces symboles-là comme quelque chose de négatif puisque l'intention précède le symbole. Donc il n'y a pas vraiment de symbole négatif à part ceux qui ont été dénaturés. C'est-à-dire qu'un pentagramme à l'envers n'a plus la même signification qu'un pentagramme à l'endroit. Exactement comme pour le svastika par exemple qui a été détourné par le nazisme et qui n'a pas du tout le même sens dans sa forme détournée. Donc effectivement, en ce sens, le symbole du Baphomet exprime l'esprit, la matérialité, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc il exprime aussi ce sens originel qu'on peut retrouver dans les deux mondes. Donc non, ce n'est pas censé être un symbole négatif, mais c'est un symbole qui sert pour des besoins négatifs de la part de certains occultistes, effectivement. Mais je ferai peut-être un podcast sur ces différents symboles-là. En tout cas, dites-le moi si jamais ça vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, gardez à l'esprit que l'intention précède le symbole. Donc ce ne sont que des vecteurs énergétiques qui caractérisent de manière archétypale un aspect de la nature et donc de l'univers et donc une énergie dont on peut se servir et dont certains se servent à mauvais escient. Et d'ailleurs, j'irai même un petit peu plus loin. Le meilleur moyen de tenir les gens hors du pouvoir et de la connaissance, c'est la peur. Voilà. Ça, c'était pour la minute symbolisme. Bon, il y a un petit côté mythologique aussi, parce que si on parle pas de mythologie, c'est pas drôle. Donc, dans la mythologie grecque, la constellation des Gémeaux, elle est symbolisée par le mythe de Castor et Pollux. Donc, Castor et Pollux, qui sont les Dioscures, sont les fils jumeaux de Léda, donc épouse de Tindar, roi de Sparte. Et Léda, elle est convoitée par Zeus, qui prend la forme d'un cygne pour la séduire. Et du coup, Castor et Pollux naissent de deux œufs différents. Donc Castor naît de l'œuf fécondé par Tindar, donc il est mortel. Et Pollux naît de l'œuf fécondé par Zeus en tant que demi-dieu, il est immortel. Donc Castor et Pollux représentent pour les Grecs la complémentarité, la collaboration, l'opposition, la dualité, l'harmonie de l'univers, l'union du différent et du semblable, ou encore le lien entre le ciel et la terre. Donc leur culte était plutôt célèbre à Rome, et on a aussi d'autres mythes, comme celui de Romus et Romulus par exemple. Donc, d'après la légende, Zeus aurait placé Castor et Pollux dans le ciel pour qu'ils forment la constellation des Gémeaux. Autrement dit, le signe astrologique des Gémeaux traduit une personnalité sociable, attractive, mais qui cache un certain vide, voire un mal-être et une anxiété. Donc, le goût des Gémeaux pour le changement, il peut marquer une certaine peur ou une volonté de fuite. En conclusion, le signe astrologique des Gémeaux pointe le double caractère de notre personnalité et de notre nature profonde, ce qui fait dire que l'éveil doit passer par une réconciliation intérieure. Donc, l'ère des Gémeaux, comme je l'ai dit, il est associé à la communication, à l'échange d'informations et à la curiosité intellectuelle. Donc à cette ère, les premiers systèmes d'écriture auraient pu être développés,
reflétant l'influence communicative du Gémeaux. La proto-écriture, à titre d'exemple, s'est développée au début de l'ère des Gémeaux, comme l'écriture Jiahou en Chine vers moins 6600, l'écriture Vinca en Europe de l'Est vers moins 4400, ou encore l'écriture de l'Indus vers moins 3300. Donc là, on est un peu plus vers la fin de l'ère des Gémeaux, mais ça nous montre bien qu'il y a eu une influence. Donc l'ère des Gémeaux qui coïncide avec la troisième période néolithique et coïncide aussi avec le développement de la poterie. Donc la poterie a été le début du commerce entre les cités-États qui ont émergé à l'ère du Cancer, et le commerce est également un talent des Gémeaux. Donc le commerce conduit à la communication et à l'échange d'idées entre les cultures. Donc il y avait déjà une forme de troc et de commerce avant ça, mais c'est vrai qu'à l'ère des Gémeaux, on voit vraiment une forme de commerce s'établir entre les différentes civilisations et qui est vraiment présent. Donc l'ère des Gémeaux a également vu l'expansion du coup de réseaux commerciaux, une extension des traits de communication du Gémeaux en l'occurrence, le commerce non seulement de biens mais aussi d'idées et de pratiques culturelles à travers les régions aurait conduit au mélange et à la fusion des cultures et à la propagation rapide d'innovations faisant à nouveau écho au rôle du Gémeaux en tant que connecteur et communicateur. Donc le développement de technologies de pointe comme les charrues et le transport par roue indique également la curiosité et l'innovation du Gémeaux. Donc ces avancées technologiques auraient stimulé la croissance sociétale, les échanges culturels et la diffusion des idées qui sont toutes, encore une fois, des caractéristiques de l'ère des Gémeaux. Donc les Gémeaux, ils sont gouvernés par Mercure, et Mercure, c'est un peu la planète de la communication mentale. Donc c'est une planète qui va vraiment symboliser les duos tels que Adam et Ève, les deux arbres opposés dans le jardin d'Éden, les frères jumeaux que sont Enki et Enlil, Jacob et Ésaü, Abel et Caïn, etc. Et à titre d'exemple, les frères jumeaux Enki et Enlil auraient apporté sur Terre de nombreux attributs mentaux tels que les diverses sciences, les mathématiques, les langues et les compétences en communication qui sont tous des modèles des Gémeaux. Et en face du signe des Gémeaux se trouve le signe de feu du Sagittaire qui aurait lui ouvert les portes dans diverses religions, rendant hommage aux dieux qui auraient voyagé dans l'espace et qui auraient été responsables d'apporter une connaissance plus élevée aux habitants du monde, c'est-à-dire par le biais de la scène de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Alors, sur ce point-là, moi je pense différemment, mais ce n'est que ma pensée. Je n'ai pas cette croyance qui vise à croire que des êtres plus élevés, donc extraterrestres, comme on peut le voir avec les théories sur les Anunnaki, auraient apporté une connaissance plus élevée, parce que ça voudrait dire que du coup les humains n'auraient pas été capables de trouver cette connaissance-là. Or, si on comprend le sens finalement de la tradition primordiale et du cycle des âges, ce sont des ères de passage qui apportent un niveau de conscience aux humains. Et donc les dieux des différentes civilisations n'étaient que des représentations de ces différents aspects. C'est pour ça qu'on retrouve les mêmes représentations dans diverses civilisations. Ça ne veut pas dire que le dieu a eu plusieurs incarnations. En tout cas, en mon sens, je pense que chacun a imagé par des représentations ces différents aspects de la nature et de l'univers et donc du cosmos qui visait à enseigner les hommes par des images. Mais voilà, croire que ce sont les extraterrestres, en mon sens, c'est vraiment annuler finalement la part divine de l'humain, le rendant finalement inférieur, et donc il aurait forcément besoin d'une force extérieure pour recevoir la connaissance, etc. Donc la vallée mésopotamienne semble avoir été le pays impliqué, entre guillemets, à cette époque, et la civilisation sumérienne était le peuple qui aurait représenté le grand âge des Gémeaux. Et on peut le voir dans le récit d'Enki et Enlil, cette opposition entre le bien et le mal, cette opposition entre ces deux frères dont l'un représenterait la lumière et l'autre représenterait les ténèbres, etc. Donc le changement de l'ère des Gémeaux à l'âge du Taureau se serait produit lorsqu'Abraham a quitté la région de Haran-ur-Sumer, car la terre aurait rapidement été dévastée par les jeux de guerre mortels entre les dieux. Donc les Gémeaux, ils régissent également les compétences et les arts. Donc les gens ont commencé à développer et à utiliser de plus en plus de compétences d'artisanat, d'art.
Les capacités de raisonnement pratique et logique des humains seraient devenues plus prononcées, mais avec la nécessité d'utiliser le cerveau rationnel gauche, le cerveau droit est intuitif a commencé à perdre ses capacités de pouvoir télépathique et psychique qui ont commencé à être substituées par des capacités pratiques. Donc ça, c'est pareil, hein, ce qui est dit dans différentes mythologies. Donc les humains avaient juste besoin de ça à ce stade, hein, c'est l'âge descendant de l'esprit à la matière. Donc on a dû perdre le contact avec les mondes supérieurs afin de développer notre processus de pensée individuel et de ne pas être seulement comme des animaux instinctifs qui suivent la dictée de leur esprit d'âme et de groupe, mais des êtres conscients. Et pour ça, il faut appréhender et vivre différentes ères et différentes choses pour pouvoir les comprendre. Donc les cultures phéniciennes, égyptiennes, babyloniennes, assyriennes et védiques témoignent d'un culte des jumeaux qui sont nés de l'accouplement du principe masculin universel, symbolisé par le soleil, et du principe féminin universel, symbolisé par la terre et la lune. Donc dans cette période, hein, on voit de nombreuses figurines néolithiques de divinités à deux têtes qui ressemblent à des jumeaux siamois, donc un couple divin, avec quelques exemples, les jumeaux par exemple de Gomolava en Serbie, les jumeaux de Çatalhöyük en Turquie et les jumeaux de Angazal en Jordanie. Il y a d'autres exemples, mais voilà, ceux-là sont assez intéressants. Donc il y a le géant d'Orion aussi dans l'histoire des âges. Donc le géant représente la constellation d'Orion, comme on l'avait vu précédemment. Et dans l'Égypte ancienne, Orion était connu sous le nom de l'âme d'Osiris. Donc il s'ensuit que le géant, qui est généralement appelé Narmer par les égyptologues, après les emblèmes du poisson-chat et les emblèmes de ciseaux dans les chefs au sommet de la plaque, est en fait Osiris, le seigneur de la précession, par opposition à Osiris, le seigneur des morts. Donc cette scène, elle est assez intéressante parce que le géant, il semble capturer l'un des Gémeaux, peut-être dans une tentative d'arrêter la progression vers le nouvel âge du taureau, ou plus probablement, il donne sa bénédiction aux Gémeaux dans les dernières minutes de l'âge des Gémeaux. Donc la scène rappelle une personne recevant un titre de chevalier pour ses services rendus. La seule figure représente l'ensemble des jumeaux, puisque le corps du jumeau est tourné vers l'avant, donc vers le prochain âge du taureau, tandis que son visage regarde en arrière sur l'âge des Gémeaux. Mais on peut aussi voir une autre interprétation, comme par exemple à l'image de Janus, dont l'une des faces regarde vers le passé et l'autre regarde vers le futur. Donc on peut aussi voir cette dualité qui empêche le Gémeaux d'aller vers le renouveau, ne voulant pas ainsi abandonner son image passée, ou à l'image de nos sociétés, par exemple, qui refusent d'abandonner notre monde actuel de consommation, mais qui quand même a le désir de voir émerger un nouveau monde. Donc je pense que ça caractérise surtout l'hésitation au changement. Donc l'âge des Gémeaux, il correspond aussi à la période florissante du début de l'hindouisme. Donc c'est sous ce signe que Rama, la septième incarnation de Vishnu, s'est manifestée par la naissance des deux frères, donc Rama et Lakshmana, d'une part Satrughna et Bharata, et d'autre part Rama lui-même avait des fils jumeaux, donc qui s'appelaient Lave et Kush, en harmonie avec le nom de la constellation où se trouvait le soleil à cette époque, c'est-à-dire les Gémeaux. Donc Lave est allé en Russie à partir de là, nous avons le nom de Slave, l'autre fils Kush est allé en Chine, d'où le nom de Kushan. Car là où est ton trésor, il y aura aussi ton cœur, dit Jésus dans Luc 12, 34. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'ère des Gémeaux, hein. J'avais beaucoup de notes, mais ça aurait fait un épisode un peu trop long. Historiquement, on a quand même pas mal de choses qui ont été dites, hein, notamment sur l'apparition de l'écriture, donc ce qui nous montre un certain effet, très certainement, de cet âge sur l'histoire, et aussi l'apparition de mythes comme celui d'Enki et Enlil chez les Sumériens, et également ce qu'on peut voir être représenté sur la gravure égyptienne d'Osiris. Donc il y a d'autres choses qui auraient pu être dites sur cette ère, mais j'ai pas envie de faire trop long. Et on va très certainement avoir beaucoup de choses à dire dans les ères suivantes, notamment dans l'ère du poisson, qui arrivera juste après le bélier. Donc il nous reste l'ère du taureau, l'ère du bélier, du coup, et l'ère des poissons. Et ensuite, on parlera
de ce que pourrait être l'ère du Verseau, dont on entend énormément parler. Donc comme d'habitude, je vous invite à réagir en commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce qu'à un moment donné, hein, il faudrait peut-être appuyer sur le bouton. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.